On va commencer. Bienvenue aux quelques participants. Merci beaucoup d'être venus. Euh, donc, je suis Anna Bensa. Je travaille à la communauté d'Agglo Paris-Saclay. C'est-à-dire, en fait, la communauté d'Agglo, c'est 27 villes qui ont décidé d'exercer un certain nombre de services publics ensemble plutôt que par commune. Donc voilà, on est là. Parmi les 27 villes, il y a Gif-sur-Yvette, donc celle sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Et c'est une administration en fait, hein, qui gère différents services publics, mais notamment pas mal de choses autour du développement durable, de la sensibilisation des habitants au développement durable, de l'économie circulaire, de la gestion des déchets, tout ça. Alors aujourd'hui, ce soir, c'est la dernière conférence de la journée et on voulait vous parler de comment on mobilise les habitants sur le développement durable pour essayer de transformer nos modes de société, nos modes de produire, de faire, de vivre, etc., pour qu'on soit sûr que les prochaines générations puissent continuer. Donc vous allez me dire que la question du développement durable et de la sensibilisation, c'est pas nouveau. On en parle depuis les années 80 à peu près. Donc c'est vrai, ça fait longtemps qu'on en parle, mais force est de constater que finalement on n'a pas réussi à mobiliser tout le monde et que 40 ans après, on sait toujours qu'il y a le changement climatique qui arrive, que on a devant nous pas mal de problématiques qui vont être difficiles à résoudre, les inondations, la désertification de certaines zones, la perte des ressources, des matières premières qui nous permettent aujourd'hui d'avoir le train de vie qu'on a aujourd'hui. Euh, et donc, on pêche quand même à emmener tout le monde dans cette mobilisation pour un développement durable. Qu'est-ce qui change aujourd'hui sur cette question-là? C'est aussi notre façon de mobiliser. Hier, pour mobiliser les habitants, les gens sur le développement durable, on disait c'est la catastrophe, vous voyez bien que voilà, le changement climatique et toutes ses conséquences, attention, attention. On avait un discours peut-être plus culpabilisateur et puis surtout très, très alarmiste. Parce que voilà, c'est ce qu'on observait. Euh, ça a touché une certaine frange de la population, pas tout le monde. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on a un nouveau mode de convaincre, en tout cas des initiatives qui émergent pour essayer de convaincre autrement. Par exemple, le film Home de Yannus Bertrand qui avait, juste avant les élections européennes, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça devait être dans les années 2010, permis avait lancé un élan sur les élections européennes aussi et avait impacté le résultat. Mais je pense aussi au film de Cyril Dion et Mélanie Laurent qui est sorti il y a 2 ans, je crois, et qui lui aussi avait mobilisé peut-être d'autres franges de population que ceux qui étaient touchés par le discours alarmiste. Donc voilà, on est là pour s'interroger sur comment on va faire pour toucher d'autres franges de la population. On voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont positives et qui bougent. Là, vous avez pu le voir en vous promenant que les startups, les associations, tout le tissu local, quand les jeunes ou les moins jeunes ont des initiatives privées, elles ont souvent un sens et elles cherchent souvent à s'intégrer dans une logique de développement durable. Donc comment on peut s'appuyer aussi sur ces initiatives-là pour mobiliser davantage de monde. Pour répondre à ces questions-là, on a plein d'idées, évidemment. Et on a donc Claire Lestrade, qui est aussi à la communauté d'agglomération Paris-Saclay, qui va vous parler du plan climat et énergie territoriale et comment, via le service public, on a essayé de mobiliser du monde autour des problématiques de développement durable. Et on aura aussi d'autres propositions de mode de convaincre, avec Hugo Dayan, qui est chercheur sur les sciences du climat au CNRS, et Clémentine, dont j'ai un trou sur le nom, Flocon, qui travaille à l'agence locale de l'énergie et du climat, qui porte aussi sur une partie de notre territoire. Voilà, chacun a des solutions à apporter, une vision aussi à vous proposer. Et puis ensuite, on échangera. Toute remarque et proposition sont bonnes à prendre.
Claire, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Anna. Alors, donc moi, en arrivant à la communauté d'agglo en 2017, on m'a dit, bon bah toi Claire, tu vas t'occuper du plan climat parce que il faut qu'on en fasse ça, c'est obligatoire. Donc j'ai recherché un peu ce que c'était qu'un plan climat et j'ai regardé notamment dans les textes de loi, puisque c'était obligatoire, et notamment un décret d'application qui parlait de production biosourcée, qui parlait de modalités d'articulation, qui parlait de solaire thermodynamique, bref, de quantification carbone, d'émissions directes, indirectes. Il fallait avoir un DICO à côté de soi pour pouvoir déchiffrer vraiment ce décret. Et ça parlait pas du tout d'humain en fait, alors que un plan climat, c'était l'objectif, c'est vraiment de mettre en place des actions. Et puis moi, j'avais rejoint le service public pour m'engager et puis pour mobiliser les gens et pour leur montrer qu'ensemble on pouvait agir sur le changement climatique. Donc cette version-là de ce qu'était un plan climat, ça me convenait pas trop. Et donc avec Sandrine Gello, l'élu de la communauté d'agglo qui porte aussi ce dossier, on avait vraiment la conviction que l'humain était au cœur du problème, mais aussi en même temps au cœur de la solution et que ça devait être un point de départ. Et donc, on est allé en fait dans la rue. On a fait, au lieu de parler quantification carbone, etc., on a fait un diagnostic dans la rue en marchant, en faisant des micro-trottoirs. On est allé dans 15 lieux différents du territoire, au marché des Ulysses, devant Costco, là, le nouveau concept de supermarché à l'américaine à Villebon. On est allé à la gare de Massy-Palaiseau, etc., demander aux gens la manière dont ils percevaient cette question du changement climatique. Et alors le premier constat, et ça a été plutôt rassurant dans un sens, je pense que c'est ce dont Anna parlait, que depuis les années 80 on parle de cette question-là avec des termes souvent alarmistes et catastrophiques, mais ça a eu quand même un effet, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est au courant. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, tout le monde a conscience qu'il y a un problème et tout le monde aimerait agir et est convaincu de l'urgence d'agir. Et puis les autres choses qu'on nous a dites, c'est ça. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui ressortent. Le manque d'information, et notamment le manque d'information sur l'impact de nos gestes quotidiens, puisque en réalité, tous les gestes tout ce qu'on fait, la manière dont on se déplace, la manière dont on se nourrit, dont on s'habille, ce qu'on achète tous les jours a un impact sur l'environnement et aujourd'hui les gens ont du mal à mesurer cet impact. C'est aussi le besoin d'exemplarité. Quand on dit c'est en haut, il faut que les autres en haut montrent l'exemple, il y a vraiment ce besoin de voir que le gouvernement, que les grandes entreprises, que les services publics prennent en compte cette question-là. Il y a aussi enfin, c'est vu aussi comme une contrainte, c'est clair. Il y a des gens qui savent qu'il faut changer certains comportements. Alors, ils n'ont pas le choix, mais parfois ils ont le choix et ça reste quand même une contrainte. Et puis c'est le dilemme aussi de l'articulation individu-collectif. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, c'est celle-là. Donc... c'est l'État, c'est le voisin, on va mettre un peu plus fort là. Vous avez compris qu'il y avait un problème technique avec le son. Hop. Je remets. Ce qui m'embête, c'est quand les gens se disent, de toute façon, c'est pas nous, c'est l'État, c'est c'est toujours quelqu'un d'autre. Moi, j'entends beaucoup ce discours. Personnellement, je connais pas mal de personnes qui ne trient pas. Ils ont une grosse poubelle marron, ils mettent tout dedans. Ça, je pense que si tout le monde commence à trier, ça pourrait déjà aider un peu. Je pense que c'est la flemme, ils ont la flemme de trier, et du coup, ils balancent tout dans la même benne. C'est plus rapide. Je vois pas concrètement ce qui pourrait les empêcher de faire ça, de trier.
aller réunir un chat, un chien, un cheval, une girafe pour discuter de ce qu'on va manger alors que personne ne mange la même chose, c'est compliqué. Mais si chacun à son niveau faisait par exemple la récupération d'eau de pluie pour arroser son jardin ou les chasses d'eau dans les appartements, faire avec de l'eau de récupération plutôt que de l'eau potable, alors qu'il y a des pays où il n'y a pas une goutte d'eau potable, il y a des aberrations. Il faut déjà que les gens se rencontrent. Oui. Soit au niveau des centres, soit au niveau des bailleurs. Faire une rencontre. Voilà, donc il y a vraiment cette question, d'accord, moi j'agis, mais mon voisin qui trie pas ses poubelles, il sape tous mes efforts. Et en fait, pour ça, on le voit bien à Longjumeau, là, dans la maison de quartier, les 3 femmes qui discutent, elles disent il faut recréer du lien. Et c'est ça qui est important, et c'est ce que aussi la démarche nous a montré. Alors, donc on a fait ce diagnostic un peu humain, et en allant voir les habitants, on n'a quand même pas coupé à l'exercice réglementaire de faire un diagnostic chiffré pour savoir quelles étaient les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Donc là, on est à l'échelle du territoire de l'agglomération, ce dont Anna a parlé tout à l'heure, et on constate que, que les gros postes émetteurs de gaz à effet de serre, ce sont les transports, donc transport de marchandises et transport de voyageurs, et puis les bâtiments. 46% des émissions sur notre territoire, elles proviennent des logements, donc quand on se chauffe, quand on consomme de l'eau chaude, quand on s'éclaire, etc. Ça consomme de l'énergie, et le fait de consommer de l'énergie émet des gaz à effet de serre. Et puis 7% provient de l'industrie. Et en fait, tout ce total-là, si vous avez calculé, ça fait 92%, ça provient de consommation d'énergie. Les 8% restants, ce sont des émissions non énergétiques, donc ils ne proviennent pas de consommation d'énergie et qui sont liées au traitement des déchets, qui sont liées à l'agriculture. Quand on épand des engrais, par exemple, sur les sols agricoles, ça émet des gaz à effet de serre. Mais quand même, le principal morceau, c'est les consommations d'énergie sur le territoire. Alors, ce qui pose question aussi, c'est que là, c'est uniquement des émissions, je dirais, donc intramuros, qui ont lieu sur notre territoire. Mais par contre, ça ne prend pas du tout en compte le fait que tous autant qu'on est, on achète des vêtements, on s'alimente, etc., de produits qui ne viennent pas forcément du territoire, et le plus souvent qui ne viennent pas du territoire. Alors, on n'a pas fait le calcul pour savoir que ça représentait. Paris l'a fait, la ville de Paris, et ce calcul a montré que les émissions, donc qu'ils appellent extramuros, c'était plus de 3 fois les émissions intramuros. Donc là, on peut se dire que l'on voit qu'un tiers du problème. Bon, donc ça, c'est les chiffres. On a, donc à partir de ces éléments, mais surtout aussi à partir de ce que les habitants nous ont dit, on a voulu réfléchir à une méthode de construction de notre plan climat. Et donc le maître mot, ça a été la co-construction. Puisque si on part du constat qu'on est tous, vous, moi, les entreprises sur le territoire, co-responsables du phénomène, et puis c'est bien là les chiffres pour le coup qui le montrent, il faut aussi qu'on soit tous co-constructeurs des actions. Il faut que la construction des actions soit partagée si la responsabilité est partagée. Et donc on a mis en place des ateliers, là aussi répartis sur tout le territoire, donc dans 12 ateliers, dans 12 communes. Et on a joué aux cartes. Non, en fait, si, c'était un peu comme un jeu, et je pense que c'est ça qui a aussi fait que c'était vraiment productif. On avait donc des animateurs qui nous proposaient à chaque table avec un défi en particulier. Par exemple, le défi de réduire la voiture individuelle, réduire l'usage de la voiture individuelle. Et puis on tirait chacun au hasard une carte qui devait nous permettre de s'extraire un peu de nos contraintes, de nos contraintes physiques, de nos contraintes matérielles, réglementaires, sociales même,
pour penser des solutions. Et donc on avait des phrases voilà, un petit peu incitatrices comme « j'ai un super pouvoir, je l'utilise pour », ou alors « nous avons 1 million d'euros, nous commençons par… etc. » Et donc, on avait tous l'impression de jouer à un jeu dont on avait chacun, un jeu coopératif en fait, dont on avait chacun un bout de la solution. Donc, on a fait cet exercice-là sur plein de défis, et puis ça a donné donc bon là, on voit pas bien, mais c'est pour vous illustrer. Chaque bulle violette est une idée qui a été exprimée sur une carte, voire même plusieurs, parce que dans des bulles, vous voyez qu'il y a des tirets. Donc on a regroupé ces idées, on les a reformulées, on les a précisées pour certaines, et donc ça nous a donné un plan de 123 actions qui constituent le plan climat, qui seront des actions portées par les habitants, par les communes, par l'agglomération, mais au final, ce sera qu'une petite partie qui sera portée par l'agglomération. Et la spécificité de ce plan, c'est que beaucoup d'actions sont des actions qui s'appuient sur le collectif et justement qui répondent à cette question de l'articulation individu-collectif, des actions qui sont créatrices de liens, qui certes ont peut-être pas un impact énorme comme construire un RER ou fabriquer une école en bois, mais qui sont des actions catalyseurs qui vont permettre de massifier en fait et d'essaimer. Donc là, je vous ai extrait un petit, si ça fonctionne, voilà, des extraits d'actions, de ces actions un peu collectives qui s'appuient sur la force du groupe en fait. Donc voilà, moi ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que certes, ça sert quand même de parler des chiffres et de parler des choses qui sont parfois un peu flippantes, le discours catastrophiste et tout, mais ça parle, ce que disent les sociologues, c'est que ça parle à notre cerveau rationnel. C'est celui qui permet d'analyser. Or, le cerveau rationnel, c'est pas celui qui permet d'agir. En fait, on est meu par le cerveau émotionnel. Et donc le cerveau émotionnel, ce qui lui parle, c'est le collectif, c'est les histoires, c'est l'empathie, c'est de pouvoir se projeter sur quelqu'un qui a une histoire à nous raconter et qui agit. Et donc voilà, on a mis ça on a compris ça aussi pendant l'élaboration du plan climat, et le plan d'action l'intègre, et maintenant le défi c'est de mettre en place les actions. Donc, pour avoir plus d'infos sur ce plan climat, il y a un site qui s'appelle agissonspourleclimat.fr. Alors, il est encore en cours de développement, donc n'y allez pas maintenant, ça peut peut-être vous décourager parce qu'il n'y a pas encore grand-chose. Mais à partir du 15 avril, il sera complètement opérationnel, et vous pourrez voir notamment des initiatives sur le territoire de gens au quotidien qui font des choses, qui mettent en place un composteur collectif, qui font de l'autopartage, qui montent une AMAP ou une épicerie sociale, etc. Voilà. Bah, merci beaucoup Claire, et ta conclusion en fait, non parce que j'en ai un. Ta conclusion fait bien la transition avec le travail de Hugo Dayan, qui en fait en sa personne même fait l'articulation entre le chercheur, les chiffres, la vision prospective, etc. et le réalisateur, parce que ça je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais il est aussi réalisateur, qui va plutôt chercher à toucher le cerveau émotionnel, comme disait Claire. Et c'est ce que Hugo va vous dire tout de suite. Je lance la… C'est peut-être un peu, non, après, je préfère présenter. Non, mais c'est très bien la transition, c'est vrai, je sais pas si vous êtes organisé pour ça, mais je m'étais dit, en 10 minutes, je sais, il y a plein de choses à dire, j'ai plein de choses à raconter, et voilà, mais c'est une super transition, et la question émotionnelle de savoir comment aujourd'hui on raconte d'autres récits, d'autres histoires, et la notion du collectif, et la notion de, pour dire des mots comme ça, d'espoir aussi, et de se dire que tout n'est pas terminé, parce que comme je le disais tout à l'heure, comme je parlais tout à l'heure, je sais plus ton prénom, mais ça, voilà, parce qu'elle me disait, tu fais penser à Pablo Servigne. Je sais pas si vous voyez qui c'est Pablo Servigne, c'est un scientifique qui a inventé une science, je sais pas si on appelle une science, qui s'appelle la collapsologie, et qui parle beaucoup de l'effondrement de la civilisation à travers tout ce que tu as décrit d'ailleurs, à force de consommer. Et moi, le problème, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans ce qu'il dit, mais il attire des gens autour de lui qui, finalement, en répétant le fait que ça va s'effondrer. Oui, pour moi, il y a plusieurs façons de raconter l'histoire du futur. C'est
je reviendrai un peu sur ce que je fais après, hein, mais c'était juste pour faire la transition. Il y a le fait de dire je vais pas y arriver, et on va pas y arriver, et donc on va pas y arriver. Je pense à moi quand j'étais enfant et que mon père ou ma mère me disait, quand j'allais à l'école, il me dit essaye d'avoir 20, quoi. Et vise un truc, quoi. Mais je l'ai jamais eu, hein. Mais c'est pas grave. Si je me disais que j'étais capable de l'avoir, je m'en rapprochais plus que le fait de me dire je peux pas l'avoir ou je m'en éloignais. Bon, c'est un peu l'idée. Et je pense que l'enjeu, là, les enjeux notamment de l'éducation, hein, avec les enfants, je vois qu'il y a une jeune fille ici là qui qui regarde comme ça dans l'air, mais ça fait partie de la manière d'entraîner un peu tout le monde dans une aventure positive et pas que voilà, je commence aussi à être un peu affecté et un peu fatigué d'entendre autour même de moi et dans mes générations, j'ai un peu plus de 30 ans, des discours qui se perdent dans le on va pas y arriver, quoi. Alors qu'on n'en sait rien déjà si on va pas y arriver. C'est possible qu'on n'y arrive pas comme on l'imaginait, mais donc ça c'était pour faire la transition. Après je vais revenir sur qu'est-ce qui m'a amené à avoir cette réflexion. Moi à la base je suis chercheur en sciences du climat, donc je travaille sur les impacts du changement climatique sur 2 territoires particuliers qui sont les territoires d'outre-mer, Polynésie française et l'île de la Réunion. Et là maintenant je travaille sur les questions des augmentations du niveau marin sur les littoraux des départements français, dont les départements et les territoires d'outre-mer. Moi j'ai fait ma thèse, pour être chercheur en fait initialement sur le climat, hein. À la base j'étais dans une école d'ingénieur formé à travailler éventuellement pour Total. J'ai absolument refusé ça à la fin de mon école d'ingénieur parce que c'était absolument pas ce que j'imaginais pour répondre à des questions environnementales, ce qui m'intéressait le plus. Et donc je me suis lancé dans une thèse, donc un doctorat, sur la question climatique, parce que j'ai vu un jour à la télé un personnage qui s'appelle Jean Jouzel, que peut-être pour certains vous connaissez, qui est une grande figure du climat, qui est un climatologue qui a travaillé sur un glaciologue même plus exactement, et je l'ai vu un jour à la télé, dans une émission de Ce soir ou jamais de TADI. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé, à 23h le soir, là où il y a plein d'intellectuels qui se rencontrent pour parler. Et il avait parlé du climat, et tout de suite, quand j'ai entendu parler du climat, je me suis dit ça, le climat, c'est l'objet de durabilité par excellence, quoi. L'objet qui fait que quand on s'y intéresse, plein de liens se créent, non seulement parce que le changement climatique nous rappelle à notre manière de consommer, de vivre, d'émettre des gaz à effet de serre, enfin, voilà. Mais en même temps parce qu'on se rend compte qu'on est tous reliés par cet objet qui, lui, n'a pas de frontières. Alors certes, les impacts ne sont pas les mêmes pour tel territoire ou tel territoire, mais en tout cas, on ne peut plus ne pas se poser la question de comment ça va se passer sur le territoire voisin. Parce que si ça se passe mal, tous les gens vont aller sur notre territoire. Bon, bref, je veux dire, moi je travaille sur les territoires d'outre-mer qui vont, avec le niveau marin, pour certains, se retrouver dans des situations un peu particulières. Si on ne se pose pas ces questions, ça a beau être quelques personnes, ils vont avoir besoin d'aller quelque part, ces gens. Donc voilà, j'ai fait de la recherche, non pas parce que au fait, les modèles, parce que je travaille avec des modèles, m'intéressaient, parce que honnêtement, c'est pas ma grande passion non plus, d'être derrière un ordinateur tout le temps, mais parce que le climat était... C'était un outil pour arriver à réfléchir sur comment écrire une autre histoire. Sur la question parce que répondre à la question climatique en disant il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre, c'est pas seulement ça, c'est aussi réfléchir à une autre façon de consommer, quoi, de réfléchir, de s'organiser aussi, collectivement, comme tu disais, de se mobiliser. C'est un truc qui nous réunit, quoi. Alors, soit on choisit de le voir comme un truc qui va détruire tout, soit on choisit, ah tiens, c'est une belle opportunité, on va la saisir pour faire des choses. Et dans ce parcours-là, au bout d'un moment, je me suis dit, donc c'est bien, génial, je fais ça, et puis je suis dans les sciences avec des chercheurs, on fait des conférences, on écrit des articles, et je me suis dit, il y a un problème, c'est que tout ça, on l'échange entre nous, mais quand on l'échange avec d'autres, c'est soit dans le cadre de certaines, on va dire, conférences de vulgarisation, qui ont leur impact à peu près, voilà, on est là derrière un pupitre avec des micros à parler, mais moi c'est pas mon moment préféré, même si j'aime bien là, être à parler comme ça, mais je me suis dit, tiens, comment on peut faire autrement? C'était vers la fin de ma thèse que je me suis dit ça, pour parler de tout ça, quoi. Je voyais plein de gens qui passaient à la télé, mes collègues qui allaient parler à la télé, qui avaient du mal des fois, parce que il y avait tous les climato-sceptiques qui les
titillé, on va dire, entre guillemets. Et donc, je me suis dit, voilà, le cinéma, ça peut être un objet, le documentaire, un objet de transmission de la connaissance. Alors, je dis transmission de la connaissance, c'est pas éducation ou communication, vulgarisation, je fais exprès, c'est vraiment comment on peut transmettre une connaissance en passant par une histoire et le sensible et l'émotion, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, j'ai avec Léo, un chercheur aussi, un économiste qui travaille sur la question de la durabilité, qui est aussi lui enseignant-chercheur et qui a lui aussi fait des confs et tout ça, on s'est dit, mais faut utiliser autre chose, et on s'est mis à faire un film. Un premier film dont la bande-annonce, on va peut-être pouvoir la voir, qui est sur l'économie solidaire et sur la question de la durabilité, qui ne traite pas du climat, mais... Et donc ça, en attendant que je continue. Hein. Oui. Et donc ça, voilà, c'était une manière... moi, le cinéma, c'est ce que je voulais faire avant de faire même mon école d'ingénieur. J'ai choisi de ne pas le faire parce qu'on m'avait dit, si tu fais ça, tu vas galérer. Bon, je suis chercheur et je suis chercheur contractuel, donc c'est pas non plus évident, mais voilà. Donc je suis... Ouais, vas-y, tu peux. Vas-y. O mais importante, o que eu acho, é preservar a natureza e uma multidão de amigos, muita amizade por todo lugar. O cara tem que ter burning desire, uma vontade tremenda para melhorar de vida. Aí vai. Eu amo o meu trabalho, porque do meu trabalho saiu todo o sustento da minha família. E eu aprendi desde pequena a reaproveitar as coisas. Uma calça velha, fazer uma coxa para aquecer no inverno. Eu achei que a melhor coisa que eu fiz foi ter voltado, ficado aqui, construído a minha carreira aqui, porque eu sabia que o mundo inteiro ia passar na janela da minha casa, que é a janela de telinha do computador. Eu nem sabia que poderia haver computador um dia, mas eu tinha certeza que o mundo passaria na janela da minha casa e que eu não precisaria estar em São Paulo, que é uma cidade que tem de tudo, mas é a cidade mais antissocial e antiecológica do planeta. Eu tenho muita experiência de vida nos movimentos que está até difícil relatar, né? A principal dela é não ser escravo do sistema. Estamos en un lugar bendecido donde con ni con todos los millones del mundo podríamos comprar. Y pues el sueño de hacer todo el valle ecológico, por ejemplo. Que trabalho lindo, iluminado por sorriso de lua. Sim. Bon, alors voilà, le documentaire, il s'est terminé il y a quelques mois, et donc il a été primé dans des festivals et il est censé sortir en France dans les prochains mois. Alors pour info, le titre, quand on parlait de notre manière de raconter, faire des récits, alors je sais pas combien de temps il me reste, mais peut-être que ça bon. Je pense que ça a vu... Il est 40, encore 4-5 minutes avec Hugo Dayan. Ah c'est bon, il n'y a pas de problème, mais 4-5 minutes c'est très bien après. Et le titre du film, qui a surpris plus d'un quand on le donnait à chaque fois, donc Travailler joli pour le nouveau clair de lune, c'est déjà dans l'autre manière de raconter. Moi je me place vraiment sur la partie, je ne suis pas un ingénieur, enfin je veux vais pas apporter des grosses solutions en termes très technologiques, mais en tout cas eux, là, les gens que vous venez de voir, comme ça, eux, ils ont des savoirs et des solutions qu'on appelle, on va dire, dans le champ de l'économie sociale et solidaire,
enfin, moi, ce que j'appelle avec Léo, des technologies populaires, des savoirs populaires. Réutilisation des déchets. La dame qui est là, moi, je suis allé les filmer sur le terrain là-bas, qui était le terrain d'études de Léo Dayan, qui est entre autres aussi mon père, donc c'est une entreprise familiale ce film, même pour dire la vérité, il y a même ma mère qui a travaillé dedans, enfin il y a toute la famille, la musique c'est mon frère, c'est le coopératif, c'est le collectif, quoi, hein, c'est pas... et donc, voilà, ces gens, ils ont des solutions, et ces gens que vous voyez là, pour moi, je sais qu'ils sont aussi ici, hein. Ils sont à peu près partout. Il y a des différences liées à l'histoire du pays, à la culture et aux conditions dans lesquelles on vit. Au Brésil, comme là on était, oui, des populations de pénurie, comme on dit, il y a peut-être la présence de l'État n'est pas la même, donc très souvent ils doivent se mobiliser plus rapidement, plus vite, et ils sont obligés de se débrouiller. Voilà, ils n'ont pas grand-chose et ils sont obligés de se créer un revenu avec ce qu'ils ont. Donc très très vite ils vont s'organiser, très très vite ils vont générer de ce type d'économie, quoi, familiale, solidaire et coopérative. Nous en France peut-être qu'on a plus de freins, mais ça c'est une autre histoire, mais on a plus de freins parce que quand il s'agit de faire quelque chose et de reconstruire un tissu socio-économique local, alors qu'on a été dépendant peut-être d'un pouvoir plus central, enfin, il y a plein de paramètres qui font peut-être qu'on a plus de difficultés à arriver à mettre en œuvre ce genre des solutions comme ça collectives, ou même du moins de reconnaître des gens qui font ce genre de choses et de ne pas passer en permanence en se disant mais c'est la grande technologie qui va répondre aux problèmes, même si les deux sont complémentaires. Voilà, le titre, Travailler joli pour le nouveau clair de lune, c'est au fait la traduction du mot développement en quechua. Quechua, c'est une des langues du plateau andin. C'est une famille de langues même. Et le film se passe au Brésil et en Bolivie, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Et ben voilà, tu vois, tu disais tout à l'heure comment on écrit d'autres récits, comment on passe par l'émotion. Tout simplement, déjà sémantiquement, volontairement, on a voulu transformer ce mot, qui est des fois un petit peu développement, oui, mais de quoi, pourquoi? Alors durable, oui, mais venant de qui? Qui dit il faut faire ce développement durable, et développement durable pourquoi? Enfin, voilà, c'est quand même... Donc on a choisi de s'inspirer d'une autre culture qui, lui, quand il parle du développement, il dit voilà, travailler joli pour le nouveau clair de lune. Alors tout est dedans pour moi. La notion du mot travail, la façon dont on coopère, et l'horizon vers lequel on va, quoi. Pour le nouveau clair de lune, c'est un horizon parmi d'autres. Mais ça fait rêver. Et à ceux qui disent oui, mais c'est bien joli tout ça, je dis oui, c'est bien joli, mais si on rêve pas, je vois pas comment on peut faire que les choses marchent, quoi. C'est pas possible, en fait. Et ça, il faut le reconstruire. Le réexpliquer. Et donc, parmi les grandes solutions, pour moi, ça fait parmi les grandes solutions. Comme tu disais tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'on parle de tout ça. Et ça marche pas. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi la manière dont ça a été raconté par pas mal de savants, de prétendus savants, intellectuels, politiques, n'a pas tout le temps marché parce qu'ils oublient un truc, ils oublient l'émotion. Ils oublient que ça passe beaucoup par ça aussi, quoi. Et je pense que les conséquences de ce manquement, entre guillemets, elles se voient. Elles se voient dans des fois l'idée, on n'imagine plus, on n'arrive plus à rêver, quoi. Donc voilà. Et donc, là, je repars sur un autre film, un autre documentaire pour continuer la route, parce que je pense que ça va être un peu ma manière de transmettre cette connaissance. Je reste chercheur, et là, je fais un autre film qui s'appelle, je suis en train de réaliser, qui s'appelle « Alors tu trouves », qui est une réplique qu'on dit souvent à un chercheur autour d'un verre quand on lui dit qu'on est chercheur, il nous rétorque « Alors tu trouves ». Et ça parle du climat et des chercheurs eux-mêmes. Et en fait, c'est parti d'une idée de savoir comment on pouvait parler de la précarité des chercheurs, des jeunes chercheurs, dont je fais partie, qui est une question qui intéresse déjà les chercheurs et peut-être d'autres personnes, un grand public. Mais la précarité, elle se retrouve un peu partout maintenant. Et pour en parler, j'avais dit à mes collègues, mais il faut qu'on reparte de zéro et dire c'est quoi un chercheur, en fait, qu'est-ce qui l'anime, c'est quoi ses joies et ses peines. Et donc je me suis dit, pour parler de tout ça, on va prendre aussi l'angle climat. Donc on va parler à des gens qui traitent des questions environnementales et des questions climatiques. Et pour aller encore plus loin, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, avec Anna, je me suis dit, mais en fait, les chercheurs à qui je travaille sur ce territoire, c'est des modélisateurs, ils sont dans le laboratoire à côté, là, qui s'appelle Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. On travaille beaucoup sur des trucs, mais qui ne sont pas sur le territoire. Les moussons africaines, El Niño, même des territoires lointains, Polynésie française et tout. Je me dis, mais c'est marrant, comment ça se fait qu'on ne travaille pas plus sur ce territoire? Et donc là, voilà, c'est construit le film au fur et à mesure. Et donc l'idée dans ce film, c'est aussi de se faire rencontrer les chercheurs et les acteurs du territoire, que ça soit ici ou même ailleurs, quoi, dans d'autres pays, parce que le film se passera au Mali, en Chine et en Polynésie française. Bon, voilà, donc ça c'est ma démarche de chercheur, réalisateur, chercheur. Enfin, voilà, je peux mettre dans le sens que vous voulez.
Et voilà, le reste, je m'arrête. Oui, du coup, merci beaucoup. Donc, tu parles beaucoup de s'appuyer sur les émotions, sur le rêve, mais dans ton film et puis dans les interventions de Claire aussi, on parle aussi de collectif et de s'appuyer les uns sur les autres, d'y aller ensemble, quoi. Et donc, c'est ce dont Clémentine va pouvoir nous parler aussi sur la façon dont l'ALEC aborde les choses et essaye de créer du lien social. C'est pas que de l'action qui vient, c'est pas vraiment du service public, mais en tout cas d'une association. C'est plus comment on mobilise les gens pour qu'ils œuvrent ensemble pour changer d'époque et transformer notre société. Oui, alors donc nous du coup on agit sur tout l'ouest de l'Essonne. Donc nous, une partie de notre travail, en tout cas, c'est pour tous les particuliers de l'ouest de l'Essonne, d'être là pour les sensibiliser, leur donner des solutions et surtout les motiver en quelque sorte à mettre des choses en place, leur montrer que le passage à l'action est possible sur certains points, qu'il n'est pas très compliqué et surtout qu'ils ont un moyen d'être accompagnés dans ce passage à l'action. Donc une des actions phares qu'on fait depuis l'année dernière, c'est qu'on a mis en place un concours maison économe. Donc c'est un peu pour valoriser l'action individuelle de chacun, qui est de rénover sa maison. Il y a beaucoup de gens, quand ils rénovent leur maison, viennent nous voir pour des conseils techniques, des conseils de quelles aides ils ont le droit, etc. On les aide dans ce montage de dossier. Et donc après, il y en a certains, donc accompagnés ou pas accompagnés par nous à l'origine, qui candidatent au concours maison économe. Qui sont soit des maisons neuves, soit des maisons rénovées, et du coup qui ont eu des projets assez ambitieux. Là, cette année, le concours sera étendu sur toute l'Essonne, ce qui va nous permettre, en fait, après, d'avoir des maisons exemples, en quelque sorte, pour inspirer les autres à mettre aussi en place des travaux assez ambitieux dans leur maison, parce qu'en fait, un des grands points d'action et une des grandes problématiques actuelles, c'est quand même les logements passoires, donc qui laissent sortir toute l'énergie qu'on met dedans pour la chauffer. Et donc nous, on travaille vraiment sur cet axe-là, c'est-à-dire de réduire, de mieux isoler les logements par des rénovations. Une autre de nos actions qui est donc plus directement en lien avec le public, qui est sous forme d'ateliers, c'est qu'on fait des ateliers éco-gestes, donc tous les gestes pour réduire sa consommation d'électricité, de gaz ou d'eau. Et on apprend aussi aux gens à lire leurs factures d'eau et d'électricité et de gaz, toujours. Voilà, pour que les personnes en fait se retrouvent à nouveau en maîtrise de leur consommation, parce que pour beaucoup de gens c'est quelque chose d'abstrait qui arrive en fait. On paye sa facture d'électricité, on paye sa facture d'eau, mais on la maîtrise pas, on n'a aucun moyen de la maîtriser. Un peu ce qu'on voyait aussi dans les témoignages, de dire ça vient d'en haut, nous on peut pas agir. Enfin, si en haut ça change pas, nous on n'aura jamais une réduction de notre facture en quelque sorte. Donc le but de ces ateliers, c'est de donner aux gens des outils pour reprendre en main leur consommation, pour mieux la comprendre, pour pouvoir aussi expliquer ça à d'autres personnes. Donc voilà, se faire transmettre aussi le savoir qu'ils peuvent avoir, tout ce qu'ils peuvent avoir appris avec nous. Une autre de nos animations encore, donc en fait on en fait plein justement pour pouvoir diversifier les publics qu'on touche. On va pas toucher les mêmes publics parce que déjà par exemple le concours maison économe, il faut avoir une maison qu'on peut rénover, donc ça enlève tous les locataires. Et voilà, les éco-gestes, il y en a peut-être qui souhaitent aller plus loin que les éco-gestes. Donc on diversifie tout ça. Et donc une autre des actions, c'est ce qu'on appelle les balades thermiques, qui sont des balades qu'on fait sur toujours tout l'ouest de l'Essonne, avec des caméras thermiques, où par quartier, en fait ça se fait aux demandes des villes, on choisit un quartier, les personnes s'inscrivent et on fait le tour des maisons de tous les inscrits de l'extérieur avec notre caméra thermique, et on voit où sont les déperditions de chaleur des maisons. Donc là, on a eu quelques problèmes cette année parce qu'il s'est mis à faire super chaud au mois de février, ce qui rend compliqué de voir les déperditions de chaleur.
Mais voilà, ça permet aux gens en fait de se dire ah ouais en fait mon toit je perds quand même pas mal de chaleur. Il faudrait peut-être que je passe du coup à l'action d'après qui est de faire appel à l'ALEC pour avoir des conseils d'aide auxquels j'ai le droit, enfin d'aide financière auxquels j'ai le droit pour pouvoir faire des travaux. Et ensuite ils vont faire des devis, etc. Puis ensuite l'étape d'après c'est de faire ces travaux. Donc la balade thermique c'est en quelque sorte un point d'engagement assez faible mais qui peut mener à réaliser des économies et à participer justement à un changement de comportement, une amélioration aussi de son confort de vie, hein. Voilà. On agit aussi donc dans les copropriétés parce qu'il y a beaucoup de copropriétés fragiles ou même dégradées. Et donc le but c'est de les accompagner pour qu'elles puissent voter des travaux de rénovation. Et donc toujours en fait nous notre axe dans toutes ces démarches-là, c'est un peu de pas être sur justement l'aspect catastrophique du changement climatique, mais plutôt de se dire, en fait, vous aurez un meilleur confort chez vous. Et le confort chez soi, on aime quand même bien ça. Et aussi qu'il y a des économies financières qui sont possibles. Et ça aussi, les économies financières, ça fait toujours un peu plaisir parce qu'on peut augmenter son pouvoir d'achat sur d'autres choses. Donc nous, ce sont nos deux arguments majoritairement, notamment avec les copropriétés. Et donc, tous ces ateliers, le but, c'est vraiment de donner des outils aux gens et un cadre dans lequel ils vont pouvoir s'imaginer progresser dans la mise en place d'actions qui vont aider à la transition énergétique. Et que ces personnes-là qui ont effectué des actions, donc que ce soit d'apprendre des éco-gestes ou même de faire rénover sa maison, vont en parler autour d'eux, autour d'elles d'ailleurs. Et du coup, c'est ça qui va lancer une démarche plus collective et voilà, d'avoir un comportement exemplaire entre guillemets qui va pouvoir motiver les gens à répéter ce comportement en se disant mon voisin il a fait rénover sa maison, il est vachement content, il se sent mieux chez lui, il consomme moins d'énergie, il voit sur sa facture, peut-être que moi aussi je vais faire pareil, voir ce que je peux faire, etc. Ou ma voisine de palier elle fait attention à ses consommations d'eau et d'électricité et elle a pu économiser là-dessus, puis du coup avec l'argent qu'elle économise, elle peut faire autre chose, etc. Donc voilà. Le but, c'est vraiment de donner un savoir à certaines personnes pour qu'elles puissent en inspirer d'autres par la suite et qu'elles fassent la transmission de savoir et que nous, on ne soit pas aussi dans une position où on est les seuls à avoir ces informations, ces connaissances. Mais qu'on puisse les transmettre et qu'elles puissent être transmises ensuite dans des cercles de plus en plus larges et partagées et se rendre compte que c'est quelque chose qui est quand même... il y a beaucoup de choses qui sont assez simples à apprendre, à mettre en place et que le passage à l'action n'est pas si compliqué que ça. Super, merci beaucoup. Je trouve que voilà, c'est pas mal parce que ça se complétait bien les différentes interventions, ça montrait différentes façons de mobiliser les uns et les autres et d'approcher la thématique. Est-ce que peut-être vous avez des questions, des remarques, des idées pour rebondir sur ces propositions-là ?
faire ces choses, même si on les fait dans son coin, et juste sans aller avoir un discours moralisateur envers les autres, ça les aidera davantage à bouger, parce qu'ils regarderont juste par curiosité ce qu'on fait, poseront éventuellement des questions, et ouais, c'est ça, ça fonctionne. Enfin, oui, c'est ça, c'est vraiment. Parce que les gens, justement, souvent, ils réagissaient à ça, ils disaient on en a marre qu'on déculpabilise. Et c'est pour ça que ça les bloque. Moi, avec mes élèves, si ils n'ont jamais avancé. Non, si on leur montre, regarde, si on fait ça marche mieux. Après, avec des... Ah, bien sûr. Leurs habitudes. Moi, ils ont 25 ans. À 25 ans. Donc ça va. Je sais que tu parlais de non, 25 ans. Ouais, non, mais ça va encore. Mais c'est vrai qu'on est de toute façon une génération. Les anciens, moi, mes parents, ils ont toujours fait comme ça. Donc, ils ont toujours fait comme ça. Et en même temps, je trouve ce qui est difficile, au quotidien, gérer tout seul, c'est bon, bah, je vais faire tel truc, alors je vais manger par exemple comme si. Puis au final, en réfléchissant un peu, on se dit, mais si tout le monde fait pareil, et ben, en fait, on va aller dans un autre excès. Donc si tout le monde boit, j'en sais rien, je vais être coco, là, ben, en fait, ça marche pas. J'ai un peu l'impression que chacun il va de sa petite stratégie, en se disant, en essayant un peu de s'arranger avec sa conscience, on va dire. Mais c'est compliqué, quoi. Oui. On voit que là, ça par exemple, c'est un axe. Mais ça, c'est des axes super forts. Ouais. C'est plus abstrait que son alimentation en termes de ce qu'on peut gérer. Quoi. Ah oui. Au quotidien, on gère effectivement plus souvent son alimentation. Après, moi, je pense que c'est important par rapport à mon alimentation. En fait, c'est toutes ces étapes par lesquelles on passe. Donc, justement, quand on dit que d'autres gens peuvent le faire, c'est que se souvenir qu'on n'a pas toujours été à manger. On est passé par d'abord des légumes et que ça, c'est des questionnements que tu partages avec d'autres personnes, ça peut potentiellement les faire eux aussi cogiter et essayer d'entamer un chemin vers un changement d'alimentation, même t'aider à trouver des solutions. Voilà, des questionnements, parce que je pense que justement le partage autour de ces questionnements aide soit les gens à réfléchir à leur alimentation, soit avoir d'autres personnes qui potentiellement. Le risque, il est un peu là aussi, tellement on n'a pas le temps, par exemple, moi, j'en bafouille même parce que je sais même plus jusqu'où. De cette manière, on va tous se regarder alors que moi je vais faire toi, moi, en fait, plus on me dit ça, limite, plus j'ai le droit d'être un peu con aussi, mais généralement, c'est vrai qu'il faut penser que ça peut être. Le fait du. Parce qu'il y a des mouvements, il y a un mouvement qui s'appelle. Peut-être ça, il y a d'autres mouvements. Partie d'un mouvement légal plutôt que qui est aussi imposé. Et là, ça devient fragile. Et je trouve que
Donc en fait c'est super violent, c'est pas du tout bienveillant, maintenant. Alors que l'impact de dire moi j'ai décidé de plus prendre l'avion et faire vacances dans les en Bretagne Faire attention, je crois, parce que souvent, on est ça va se réchauffer. Il y aura des impacts. La question de savoir quelle trajectoire on prend dans le changement climatique. On va s'orienter. Voilà, s'il y a des histoires avec personnellement, on peut faire ses propres choix, quoi. Mais de juger en quelque sorte à l'heure de d'autres personnes basées au choix que nous on a décidé de faire face au changement. L'intérêt climatique, c'est aussi qu'on peut essayer de construire certaines choses, plus de partage, etc. Là, on retombe un peu dans une de concurrence, qui au quotidien, en fait, si on se met vraiment la pression, ça peut être super violent. C'est le burn-out du militant, quoi. On va pas être des câbles parce qu'on sait plus quoi faire, puis on se dit. Là, je me dis, de toute façon, il y a le soleil qui va tous nous brûler dans le moment. On va très bien voyager en avion et puis manger McDo tous les jours, quoi. Comment là, moi, je m'interroge là-dessus. Je m'interroge sur un sens qui en disant c'est comme ça que ça se passe. Il y a des cultures qui c'est clairement pas quoi. Je pense que on parle de l'anthropocène. Et la réflexion qu'on m'a fait faire, c'est un